Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle playlist dédiée à Linux. On avait déjà commencé Linux de zéro à partir du hardware. On va sauter une petite étape puisque j'ai pas complètement fini ce bout de cette playlist, cette saison qu'on va dire. Et là on attaque la nouvelle saison qui est, on va dire, vraiment la partie dédiée au système d'exploitation, à Linux en général, comme on le côtoie un petit peu au quotidien. Alors aujourd'hui on va poser, je dirais, les bases et la fondation de ce qui me semble le plus important un petit peu à avoir en tête quand on travaille sur Linux. Ça va permettre plein de choses, ça va permettre de comprendre beaucoup de choses, ça va permettre de débugger, de savoir ce que l'on fait au quotidien. Alors pour présenter ces choses-là, on va faire une abstraction un petit peu, donc il y aura certainement des imperfections, mais le but c'est vraiment d'essayer de poser les choses pour les gens qui débutent également, d'essayer de se représenter un petit peu les choses en conséquence. Donc du coup, Linux, c'est quoi? C'est un système d'exploitation. Alors pourquoi on parle de système d'exploitation? Donc le but d'un système d'exploitation, c'est d'exploiter le hardware, c'est-à-dire les éléments physiques qu'on a vus de cette première saison, c'est-à-dire le CPU, la RAM, le disque, le réseau, également le signal, on va dire, électrique, et puis éventuellement d'autres éléments d'interface avec un utilisateur, par exemple un clavier, un écran, etc. Donc là, le but d'un système d'exploitation, ça va être d'interagir avec ces éléments-là, qui sont des éléments physiques, et de les mettre à disposition pour pouvoir les exploiter, que ce soit pour un utilisateur, mais ou sinon pour des programmes tout simplement. Donc on va partir sur cette base-là, mais on va essayer de se faire un petit schéma un peu récapitulatif que vous allez pouvoir retrouver sur le web assez facilement. Il y a pas mal de petites choses sympathiques que vous pouvez retrouver sous cette forme de schéma qui je trouve plutôt bien. Alors, donc comme je vous disais, il y aura certainement des imperfections pour les gens qui sont vraiment sur des couches beaucoup plus basses, etc. Vous pourrez corriger dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Alors comme je vous disais, on va repartir sur des éléments de base physiques que l'on sait qui sont nécessaires en fait pour un serveur, pour un laptop, etc. Donc on a bien sûr celui qui parle à tout le monde, le CPU. Alors on va se mettre sur une taille un petit peu plus grosse. Voilà, on a le CPU. Est-ce que j'aurai une couleur un peu plus sympa? Ouais, ça va pas être magnifique. On va se mettre comme ceci. Le CPU qu'on retrouve. J'ai évoqué également donc la mémoire, telle qu'on la retrouve avec les barrettes de RAM, etc. Donc la RAM. On va se mettre comme ceci. On va retrouver également, donc le schéma sera pas forcément joli à la fin, mais le but c'est de le suivre d'un bout à l'autre. On va retrouver également tout ce qui est disque, donc le stockage pour le coup. On va retrouver également tout ce qui est réseau, donc la connexion réseau, la partie réseau. On va retrouver, donc on parle plutôt des signaux électriques, des signaux sous forme électrique, Et donc ça, on se le représente souvent sous forme d'IO, tout simplement, c'est-à-dire des 0 et des 1 finalement, des entrées et sorties, donc input, output, IO. Et puis on a également évoqué, donc pour l'utilisateur, des interfaces qu'on appelle des périphériques, qui peuvent être de toute forme, une clé USB, etc., etc. Donc ça, on va se le mettre de côté. Je vais essayer de le détendre un petit peu sur la droite, voilà, comme ceci, les IO. Alors sur les deux dernières parties, on va pas faire l'impasse complètement, mais on va pas forcément s'y intéresser beaucoup, le but étant de poser quelque chose il y a déjà beaucoup de choses à comprendre sur ce premier bloc. Donc ça, on va dire, c'est la partie physique, ce qu'on appelle le hardware, la partie physique. Donc on va se représenter ça, on va essayer de faire ça comme ceci. On va mettre un volet là, ici. Et donc, ce bloc-là, on va dire que c'est le niveau hardware physique. Donc ça, c'est les connectiques finalement. C'est pas les connectiques, c'est les éléments que l'on va connecter, plus exactement.
Connectics, ce serait plutôt une erreur de l'appeler comme ceci. Donc ça, c'est le hardware. Donc c'est un élément qui est important et c'est ce que l'on cherche à exploiter avec un système d'exploitation. Ensuite, donc on va partir sur la couche haute. On va prendre le même découpage qui est là. La couche haute qui est la partie qui est finalement utilisée par l'utilisateur. Donc on va dire plutôt c'est le user. On pourrait faire un petit peu le parallèle avec le userland et le kernelland qu'on verra un petit peu plus tard. C'est pas tout à fait exactement ça. Néanmoins on pourrait en faire un petit parallèle. Donc là, grosso modo, qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette couche-là? On va dire que c'est la partie utilisateur, telle qu'on... le service... si on voyait ça sous forme de service, ce serait la manière dont on rend disponible la chose pour l'utilisateur. Donc quand on parle de système d'exploitation, c'est comment finalement on va pouvoir l'exploiter, comment l'utilisateur va l'avoir à sa disposition. Donc là, on va repartir. Alors, on va mettre une petite couleur un petit peu, et on va peut-être mettre un petit peu moins gros, voilà. Utilisateur, comme ceci. Hop, voilà. On va mettre une couleur appropriée, voilà. Donc l'utilisateur, lui, dans tout ça, qu'est-ce qu'il se retrouve à avoir? Donc si on prend le CPU, au niveau du CPU, qu'est-ce que ça va être? Finalement, ça va être les process. Donc quand on va parler de process, c'est cette partie-là, c'est vraiment la partie qui va être attenante au CPU. Et lors qu'on va parler de process, très souvent, alors les problématiques ne vont pas être centrées uniquement sur le CPU, mais on va parler de temps de CPU, d'utilisation, etc. Donc on en parlera un peu plus tard, c'est clair. Ensuite, on a la deuxième chose, donc la mémoire. Là, pour le coup, quand on l'exploite, pour l'utilisateur, sa mise à disposition, c'est aussi sous forme de mémoire. Le disque, lui, c'est plutôt ce qu'on appelle donc du coup du stockage, voilà, qui repose sur le disque qui est en dessous. Après, il y a différentes manières, on va le voir, différentes manières de stocker. Tout ne repose pas forcément sur un disque, tout repose sur un disque physique, mais pas forcément directement à la disposition, ou en tout cas en lien direct avec ce hardware. Il peut y avoir des croisements entre les éléments. On retrouve le réseau. Pour le coup, le réseau, c'est le réseau, ce qu'on fournit, c'est des connexions tout simplement, réseau. Et puis pour la partie ici I/O, on va dire c'est globalement le système qu'on retrouve. Pour ça qu'on va moins en parler parce que derrière c'est un petit peu moins évident à appréhender à ce stade-là. Et à la fin, les périphériques, finalement c'est les interfaces utilisateur. Donc, par exemple, le clavier, tout simplement, sur lequel je tape aujourd'hui. Hop. Voilà, on va se mettre comme ceci, voilà. Donc on va retrouver ces éléments-là. Les deux dernières, on va se faire un petit truc comme ça, voilà. Les deux dernières, on va pas forcément en parler beaucoup aujourd'hui. Et derrière, donc du coup, on va dérouler, il existe différentes couches. Donc le but étant de passer d'une couche basse, physique, et de la rendre à disposition de l'utilisateur. Donc ça, c'est l'objectif de tout système d'exploitation, d'ailleurs, Linux ou autre. Et donc, on va avoir des couches intermédiaires qui vont permettre l'exploitation, justement, de cet élément physique. Donc, le premier niveau de couche qu'on va retrouver, son but, ça va être toujours de gérer la partie hardware. On est toujours sur une couche qui est très très liée au hardware. Et on va dire que c'est une couche de contrôle, en fait, du hardware, on va dire. C'est-à-dire, le but, c'est de maîtriser le hardware qui est en dessous pour pouvoir le rendre disponible avec une couche d'abstraction. On va pas pouvoir utiliser directement un CPU, par exemple. Voilà, par exemple. Donc, on va se mettre comme ceci, voilà. Donc, c'est une couche de contrôle qui dépend du hardware. On peut appeler ça également un device control, par exemple. Au niveau du CPU, par exemple, donc cette partie-là, c'est ce qu'on appelle des interrupts. Donc les interrupts, ici.
Donc en gros, c'est des interruptions. On va le voir un petit peu plus tard, on reviendra sur ces éléments-là. Pourquoi? Donc en fait, un CPU, quand il travaille, il a des cycles, des fréquences de travail. Si on n'en a qu'un seul, voilà, on va travailler une tâche à la fois. Et donc, il est capable, bien sûr, de processer, on l'a vu dans la première saison, de processer beaucoup d'opérations en une seconde, très très rapidement. Et le but, ça va être d'être capable de lui faire de simuler en fait le fait qu'il est capable de faire plein de tâches en même temps, en parallèle. C'est-à-dire il est tellement rapide qu'en fait à l'échelle de l'œil humain par exemple, on va pouvoir par exemple quand on utilise un laptop écouter de la musique tout en même temps, je sais pas, lançant une vidéo, etc. Et ça donne l'illusion de faire toutes les tâches en parallèle, et ça va être vraiment, ça va être permis par rapport aux interrupts. C'est-à-dire que les interrupts, ça va être une manière de découper l'ensemble de ces morceaux-là pour les fournir au CPU et qu'il puisse les processer. Ces interrupts, donc on va prendre en mode vertical, ici, ils vont pouvoir être gérés de cette manière-là, mais il faut, voilà, c'est ces petits morceaux, ces fragments d'éléments qui doivent être traités, d'opérations, de mini-opérations qui vont être traitées par le CPU. Il faut qu'il y ait un chef d'orchestre sur tout ça, et c'est ce qu'on appelle le scheduler. Donc là, il n'y a pas d'autre terme, c'est vraiment le terme à employer, c'est ce qu'on appelle le scheduler. Donc lui, il a vraiment un rôle de chef d'orchestre par rapport aux interrupts. Parmi donc son rôle principal, ça va être d'être capable de dire, voilà, j'ai une opération, on va s'arrêter, elle va s'arrêter très temporairement, mais ça se voit vraiment pas, et donc je vais stocker des éléments pour pouvoir la reprendre éventuellement là où j'en suis arrêté, et pendant ce temps-là, je vais faire une autre tâche, et puis une fois que celle-ci est terminée, je vais reprendre celle que j'avais auparavant là où j'en étais arrêté, etc. Et tout ça sur des milliards d'opérations. Donc ça, c'est ce qui permet de rendre visuellement l'apparence de quelque chose qui est multitâche en fait. Néanmoins, ça repose sur un seul CPU qui lui est capable juste de faire plein d'opérations en même temps grâce à sa constitution de manière électronique, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. Et derrière, donc, on va faire une grosse couche d'abstraction. Voilà, on va le faire comme ceci. Et derrière, donc, ici, ça va être ce qu'on va représenter sous forme de ce qu'on appelle également des threads. Donc, on va dire qu'un process côté utilisateur va être soit mono, soit multithreadé. Donc, il va avoir une ou plusieurs, ou il va représenter une ou plusieurs opérations à l'œil, on va dire, de l'utilisateur, un grosse maille. Le scheduler, lui, va chercher à jouer ces éléments-là de manière très fine, notamment jusqu'au niveau du CPU, par ce qu'on appelle de l'opcode, c'est-à-dire que si on prend notre code classique, je sais pas, PHP, Python, peu importe, on se situe à l'échelle utilisateur, mais tel que le CPU peut le traiter, il faut un code bas niveau. Donc là, on est haut niveau. Et ben, quand on parle de bas niveau, c'est on se situe en langage machine, c'est-à-dire au niveau opcode. Donc là, on se rapproche beaucoup plus d'un langage de type assembleur qu'autre chose. Même le langage C n'est pas de l'opcode, par exemple. Donc ça, c'est pour la partie process. Ensuite, donc la partie mémoire. Donc la partie mémoire, elle, on va fonctionner sur le même principe, si ce n'est qu'ici, donc on va utiliser la mémoire, et pour utiliser la mémoire ici à ce niveau-là, on va utiliser ce qu'on appelle des page allocators. Donc on représente la mémoire, la barrette mémoire telle qu'on l'a, sous forme de pages, pour pouvoir les utiliser plus facilement. Ça va permettre donc d'avoir ce qu'on appelle ensuite des adresses et d'affecter des données à chacune des adresses pour pouvoir la retrouver plus facilement. Donc grâce à cette adresse, on va retrouver très facilement quelque chose qui va être stocké en mémoire à un endroit donné grâce à l'adresse. Donc les page allocators ont pour but de faciliter ce travail et cette représentation à partir d'adresses. Derrière, on va retrouver
comment on va dire, une mémoire logique, une couche logique de la mémoire, ici, logique, mémoire logique, ou logical memory. Donc là, le but, quand on parle généralement, de toute façon, d'une manière générale au niveau du système, vous allez voir, quand on parle d'une couche logique, c'est quoi? Le but, c'est d'agréger les éléments qui sont en dessous pour éviter d'avoir affaire à soit à trop d'éléments, soit à des éléments qui sont de type trop varié. Donc, hop là, ça c'est la flèche, ouais. Donc le page, la mémoire logique a pour but de créer une couche logique sur le page allocator de manière à faire en sorte que quand on va l'utiliser au-dessus, on n'ait pas 36 000 pages, on n'ait pas un nombre de pages à gérer, mais plus une couche globale ou sur lequel on va pouvoir travailler, on va pouvoir travailler dessus. Derrière cette couche donc logique, on va avoir donc la partie d'adressage notamment, donc c'est la partie mapping de la mémoire. Mapping. Donc on va pouvoir associer une donnée à un endroit donné. Donc ça c'est quelque chose qui est très très important. Et pour se faciliter la vie, on va avoir ici, et on va l'étendre un petit peu après, ce qu'on appelle la mémoire virtuelle. Donc virtual memory, généralement VM, par exemple la commande qui s'appelle vmstat, virtual memory, donc on a la mémoire virtuelle, et on va voir qu'on va pouvoir l'étendre comme ceci. Et pourquoi elle a une vocation, quelle est sa réelle utilité à ce niveau-là. Donc on va monter ça un petit peu comme ceci. Hop, voilà. Et là derrière on fait quoi en fait pour pouvoir utiliser la mémoire? On fait donc l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va chercher à réaliser comme tâche? Donc là c'est plus des threads, mais là c'est ce qu'on appelle des accès mémoire. Donc on va aller rechercher sur différentes adresses, différentes informations. Voilà. Alors, on va passer à la partie stockage de la même manière, et donc on part du disque. Qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau du disque? Premier niveau, on va dire, important, ça va être quels sont les éléments qui permettent de contrôler un disque? Eh bien, ça va être principalement les drivers de disque, donc qui vont permettre, donc c'est des outils qui permettent, des programmes qui vont permettre d'utiliser le disque qui est en dessous en fonction du type de disque. Eh bien, on va pouvoir l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les blocs device. Et donc le but des blocs device, c'est quoi? Ça va être à partir donc du disque que l'on a de manière brute, de définir de tout petits blocs qui vont permettre de stocker les informations sur disque suivant différents types de formats. Donc on peut les retrouver, par exemple si on fait un LSBLK, on verra ça un petit peu plus tard. Et l'objectif, ça va être donc de segmenter ce disque pour pouvoir l'utiliser. Et également on va retrouver le principe de partitionnement par exemple qui va se baser sur ces aspects-là pour pouvoir faire en sorte, quand on a un disque physique, de pouvoir en faire une représentation, de pouvoir le morceler, le cloisonner et en faire une représentation non pas unique mais avoir une couche logique qui va permettre de le segmenter en morceaux. Au-dessus, qu'est-ce que l'on va retrouver? On va retrouver ce qu'on appelle les file systems. Donc les file systems logiques, donc logical file system.
Alors leur but c'est quoi eux? Donc là on a des blocs qui sont vraiment bruts. Le problème que sur ces blocs bruts tels quels, c'est qu'on va pas pouvoir les exploiter et en avoir une représentation telle que par exemple au niveau humain, on va avoir une représentation sous forme de répertoire par exemple, de fichiers, etc. Donc sous forme de blocs, on peut pas s'en faire cette représentation là. Donc il nous faut une couche logique supplémentaire pour s'en faire une représentation, et c'est l'objectif des différents types de systèmes de fichiers, donc les Logical File Systems. Donc il va y avoir différents types de systèmes de fichiers, et leur but, alors on va juste descendre un petit peu, leur but c'est vraiment de permettre ceci. Parmi ces systèmes de fichiers, on a un cas particulier juste au-dessus de cette couche, qu'on peut représenter juste au-dessus, qu'on appelle le swap, ou la swap. C'est quoi? Donc c'est un cas très particulier, on a déjà parlé au niveau de la chaîne. Son but c'est quoi? C'est d'être capable, donc là on est en mode de croisé on va dire, mais ça va permettre, en cas d'utilisation totale de la mémoire virtuelle, ou pour optimiser, donc on n'est pas obligé d'avoir, pour utiliser la swap, on n'est pas obligé d'avoir utilisé la totalité de la mémoire virtuelle, mais voilà, pour le kernel, pour mieux fonctionner, a besoin parfois de la swap, c'est-à-dire pour décharger la mémoire, les barrettes mémoire, donc qui sont généralement de taille limitée, liées au coût, liées à la taille, etc. Eh bien, on va avoir une facilité, c'est-à-dire de s'accorder un débordement en mémoire sur ce qu'on appelle la swap, qui va être sur disque. Alors la performance va être totalement différente, puisque on a un facteur assez important entre les deux, le disque pouvant aller jusqu'à des disques mécaniques, et la mémoire étant de la mémoire flash en fait, donc du coup on va pouvoir l'utiliser beaucoup plus rapidement. Donc l'objectif de la mémoire virtuelle, c'est de prioriser l'utilisation de la mémoire réelle, et de temps en temps, si nécessaire, pour optimiser l'utilisation du système, on va tout simplement appeler ça déborder sur la swap, et donc mettre des éléments sur disque. Le but de la mémoire virtuelle, c'est quoi? C'est d'unifier l'utilisation de la mémoire de manière à faire en sorte qu'au-dessus, notre système, quand on l'utilise, eh bien, il n'est pas de question à se poser, lui, à se dire, il y a une partie ça sur la swap, une partie qui est sur qui est en mémoire, en mémoire physique, quoi. Et donc du coup, la mémoire virtuelle va permettre de créer cette couche d'abstraction entre les deux. Alors si on en revient ensuite à notre système, à notre stockage, on va retrouver ici ce qu'on appelle le Virtual File System. Donc là encore, vous voyez qu'on réaborde cet aspect virtuel, et un peu comme pour la mémoire, son objectif c'est quoi? C'est d'unifier l'utilisation d'un cas de figure, d'un cas de figure qui est un peu plus complexe que le cas, on va dire, un petit peu de base. Et là, en l'occurrence, c'est pour... donc on parle du stockage. Et en termes de stockage, donc soit on se situe avec un stockage de type disque, que ce soit du SSD, du disque mécanique, etc. Soit sinon, dans certains cas, on va faire appel à un stockage qui va émaner, qui peut émaner du réseau, par exemple du NFS, par exemple, du stockage réseau, tout simplement. Donc network storage, on va dire. Donc là, c'est des cas croisés en fait, qui font que on a besoin d'avoir une couche de virtualisation pour unifier l'utilisation. Donc là, en l'occurrence, de la même manière que sur la mémoire, on a la swap et la mémoire issue de nos barrettes mémoire, on va retrouver la mémoire issue généralement de disque et la mémoire issue du réseau.
Donc ça, c'est une chose très très importante, cet aspect de virtualisation. Donc quand on parle de mémoire virtuelle ou de Virtual File System, c'est là où on va retrouver cette notion-là qui est importante de se dire, bah, est-ce que je suis dans le cas classique, c'est-à-dire soit en mémoire ou soit sur disque, ou est-ce que je fais appel par exemple à du réseau, ou est-ce que je fais appel à la swap tout simplement. Donc là ensuite, au niveau du réseau, on va procéder de la même manière que sur le disque, c'est-à-dire qu'on a besoin de drivers pour pouvoir utiliser notre réseau. Alors là ici, j'ai mis réseau, c'est plutôt carte réseau, quoi, la carte réseau carrément. Hop là. Puisque là on parle des éléments qui sont physiques, hein, du hardware, donc là c'est la carte réseau. Et on retrouve donc notre driver qui va permettre l'utilisation de notre carte réseau en fonction du modèle qui est utilisé, donc Solarflare, etc. Donc là, c'est une chose. Ensuite, donc pour accéder à ce réseau, on passe, et ça on en parle très souvent au niveau système, et on configure ces éléments-là, donc c'est ce qu'on appelle les interfaces, tout simplement, interface réseau. Donc les interfaces réseau, classiquement. Ces interfaces réseau, alors là je m'aperçois qu'on va être un peu short en taille, hop, voilà, comme ceci, on va réduire ici, voilà, et on va agrandir comme ceci. Donc les interfaces réseau, hop, on va faire comme ça, voilà, et voilà. Voilà. Donc les interfaces réseau, et pour utiliser ces interfaces réseau, eh bien, on a ce qu'on appelle les protocoles. Donc les protocoles avec des modèles qui permettent de faciliter l'utilisation de ces protocoles. Et l'objectif de ces protocoles, ça va être de passer d'une couche physique à une couche logique supérieure, avec tout le temps, on va dire, hein, des couches intermédiaires. Donc on va retrouver des couches de data, de transport, etc. Jusqu'à la couche applicative qui est la couche supérieure. Hop, ça on va l'agrandir un petit peu, voilà. Ouais, d'ailleurs, ouais, c'est pas évident de retenir ce schéma. Donc on va retrouver donc les protocoles. Tout simplement jusqu'à ce niveau-là. Au-dessus, donc au niveau des protocoles, donc on va retrouver TCP, UDP, etc. On a donc nos interfaces ou les network devices. On avait des block devices ici, on a des network devices à ce niveau-là. Et puis on va avoir des couches intermédiaire au niveau des protocoles, c'est qu'on va retrouver des familles de protocoles, quoi. Donc famille protocole qui vont permettre donc de regrouper un ensemble de protocoles, puisqu'il y en a vraiment beaucoup. Parfois ils vont avoir des intérêts communs, et du coup les familles de protocoles vont aider à l'exploitation de ces protocoles. Et ensuite, donc du coup, quand on va utiliser ces protocoles, sous quelle forme on va permettre de l'utiliser pour l'utilisateur ou l'application, hein, quand on parle utilisateur, c'est aussi les applications, et bien ça va être à travers ce qu'on appelle des sockets. Donc on va retrouver par exemple les fameux fichiers qui permettent qui permettent tout simplement de créer ces sockets à base notamment donc d'IP, de ports, et c'est là où on va retrouver donc nos fameux, si on fait nos netstats, nos ports et nos connexions établies, etc. Donc ça on va le retrouver sous forme de sockets. Donc on va pouvoir s'y connecter avec des sockets, et qui est la couche, on va dire, utilisateur. Donc là on a fait une bonne partie du chemin. Alors ici on va dire, ça c'est la couche, on va dire, un peu logique. Et derrière, alors au niveau du système, là on va pas trop rentrer dans les détails. Pourquoi ? Parce que ça va croiser dans les deux sens, et ça va pas être très facile à comprendre. Mais on a donc la nécessité d'exploiter ici, hop,
nos périphériques. Donc pour ça, on va retrouver par exemple sur le clavier, donc on va avoir des drivers sur le même principe. Hein. Ici, comme ceci. Alors, on va virer celle-ci. On va retrouver par exemple des drivers. On va avoir au-dessus ensuite des couches d'abstraction intermédiaire, des couches éventuellement de sécurité également. Donc voilà, on va retrouver pas mal de choses, des couches intermédiaires ici. Des couches intermédiaires à ce niveau-là. Au niveau du système, donc c'est un petit peu c'est pas le même principe justement. On va retrouver donc le but étant d'avoir de l'information qui circule, puisque le but c'est d'avoir des inputs et des outputs. Et donc ici, on va retrouver une partie qui va être donc également gérée par des drivers ou des bus de communication. Donc ça va être des bus, des drivers, etc. Donc des éléments qui vont permettre de faciliter la circulation de l'information, qu'on va dire. Donc là, on fait référence un petit peu à ce qu'on avait vu lors de la... Donc là, on pourrait même mettre la partie liée à la carte mère qu'on avait vu lors de la saison 1. Donc plutôt que les IO, on pourrait parler de la carte mère. Carte mère... peu importe, ouais. Les IO permettent de couvrir plus de cas de figure. Donc voilà, et au-dessus, ensuite, on va avoir vraiment toute une couche liée au fonctionnement du système. Donc là, comment on peut l'appeler celle-ci, system run, on va mettre... Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très important. On va avoir la couche physique, la couche utilisateur, et donc on va retrouver, alors là oui, sur le système, cette couche là par exemple, on pourrait dire que c'est par exemple les syscall. Ouais, alors on va mettre, on va garder system run et on va mettre syscall par exemple, entre parenthèses par exemple. Voilà. Et donc c'est vraiment un élément qui a à avoir en tête quand on va parler de block device. Par exemple, il faut voir qu'on se situe à un niveau bas. Quand on va parler de LVM, par exemple, on va se situer sur une couche logique qui est au-dessus. Quand on va parler de protocole au niveau réseau, on est sur une couche logique. Quand on parle de driver, on est sur une couche en lien avec la couche physique. Quand on est sur une socket, finalement, on est sur une couche supérieure, donc c'est la mise à disposition de nos protocoles, de l'utilisation de nos protocoles pour l'utilisateur. Alors quand on parle d'utilisateur, on parle d'utilisateur soit humain, mais également pour qu'un utilisateur humain puisse faire fonctionner quelque chose, c'est un programme tout simplement, donc soit un programme qui va être totalement automatisé, soit un programme sur lequel il faudra rentrer des informations, etc. Et quand l'utilisateur, donc il y a des interactions entre chacun, puisque quand un utilisateur, par exemple, va utiliser son clavier, donc on est dans cette partie-là périphérique, avec l'interface utilisateur qui est ici, ça va interagir avec les IO pour pouvoir faire transiter les informations qui vont être collectées et ensuite être travaillées. Donc l'objectif étant de travailler au niveau du CPU avec une utilisation de la mémoire également. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très très important. À savoir ensuite donc qu'il y a l'ordre d'utilisation également de l'information. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on pourrait croiser et détailler. Par exemple, un CPU ne va pas travailler directement sur le disque. Il va travailler donc à partir de la mémoire avec la fameuse pyramide des éléments, donc ça on la reverra un petit peu plus tard, mais des vitesses de stockage et des éléments de stockage. On va parler des registres au niveau du CPU, des caches au niveau du CPU, donc L1, L2, L3, on en a déjà parlé. Au niveau de la mémoire, donc on a nos barrettes mémoire, donc DDR4, bientôt DDR5, et puis on va retrouver des disques, du SSD, du disque mécanique, etc. Et puis on a également des accès au niveau réseau pour récupérer de l'information, toujours avec une
une étape intermédiaire qui est la mémoire, qui est en fait l'élément de stockage finalement du CPU, même si le vrai stockage du CPU reste les registres, mais c'est tellement petit que finalement ils ne sont pas utilisables en l'état. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.